L'homme assis sur le banc des accusés ne ressemblait en rien à un monstre. Il était grassouillet, au visage doux, avec des cheveux clairsemés et l'attitude d'un cadre moyen pris à trafiquer ses notes de frais. Pourtant, lorsque les lumières s'éteignirent dans ce tribunal de Nuremberg et que le projecteur de cinéma s'alluma, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Walter Funk, ministre du Reich à l'économie, président de la Reichsbank, architecte de la machine financière nazie, se mit à pleurer. Non pas les larmes composées d'un homme digne face à la justice, mais les sanglots convulsifs et laids de quelqu'un dont toute l'architecture psychologique s'effondrait en temps réel. Ce que le procureur américain lui montra ce jour-là brisa quelque chose à l'intérieur de Walter Funk qui ne serait jamais réparé. Voici l'histoire de comment un économiste médiocre devint complice du plus grand crime de l'histoire et de ce qui se passa lorsqu'il ne put plus se cacher face aux preuves de ses propres mains. Pour comprendre ce qui se brisa dans cette salle d'audience, nous devons d'abord comprendre qui était Walter Funk avant la guerre, avant le parti, avant les croix gammées et les dents en or dans le coffre-fort. Il naquit le 18 septembre 1890 à Trakehnen, une petite ville de Prusse orientale célèbre pour une seule chose, les chevaux. Le haras de Trakehnen avait élevé des montures de cavalerie pour les rois de Prusse et la région portait cet héritage aristocratique et militariste dans ses os. Le jeune Walter, cependant, ne montra aucun intérêt pour les traditions martiales qui l'entouraient. C'était un enfant studieux, attiré par la musique et la littérature plutôt que par l'équitation ou le tir. Son père était un marchand au succès modeste, et la famille occupait cette position bourgeoise particulière d'avoir assez d'argent pour l'ambition, mais pas assez pour le confort. Funk étudia le droit, l'économie et la philosophie dans les universités de Berlin, Leipzig et Munich, sans jamais se distinguer sur le plan académique. Ce qu'il possédait, c'était un don pour la communication, pour prendre des idées économiques complexes et les rendre accessibles au grand public. Ce talent définirait sa carrière et, finalement, ses crimes. Après un bref et peu enthousiaste passage dans l'armée allemande durant la Première Guerre mondiale, où il servit comme soldat mais vit des combats limités avant d'être réformé pour raisons de santé, Funk trouva sa vocation dans le journalisme. Dès 1922, il était monté au poste de rédacteur en chef du Berliner Börsenzeitung, l'un des journaux financiers les plus influents d'Allemagne. Ce n'était pas un petit exploit pour un homme pas encore âgé de 32 ans. Le journal était la voix du capital financier allemand, lu par les banquiers, les industriels et les fonctionnaires gouvernementaux chaque matin avec leur café. Ce qui rendait Funk précieux n'était pas la brillance, mais la fiabilité. Il comprenait les affaires, en parlait le langage couramment, et on pouvait compter sur lui pour défendre les intérêts du capital face à ce que beaucoup dans la communauté financière voyaient comme les menaces du socialisme et de l'agitation ouvrière. L'Allemagne de la République de Weimar était un pays en agonie économique, hyperinflation, chômage, chaos politique. Et des hommes comme Funk se positionnaient comme des voix de l'ordre au milieu de la tempête. C'est là que l'histoire prend son tournant fatal. À la fin des années 1920, Funk commença à cultiver des relations qui allaient remodeler sa vie et sceller son destin. Il devint un intermédiaire entre le parti nazi et les industriels allemands, curieux, sinon encore engagés, envers le mouvement d'Hitler. Ces hommes d'affaires voulèrent l'assurance que les nazis, malgré leur violence de rue et leur rhétorique radicale, respecteraient la propriété privée et s'opposeraient au marxisme. Funk devint leur traducteur, leur pont vers un mouvement qu'il trouvait déplaisant mais potentiellement utile. Il adhéra formellement au parti nazi en 1931, bien que son engagement ne fût jamais idéologique au sens profond. Funk n'était pas un vrai croyant animé par la fureur antisémite ou les rêves d'empire germanique. Il était quelque chose de potentiellement plus dangereux, un opportuniste qui vit de quel côté soufflait le vent et orienta ses voiles en conséquence. Hitler reconnut cela immédiatement. Le Führer avait un œil aiguisé pour le talent et il comprit que l'attitude bourgeoise respectable de Funk le rendait inestimable. Voilà un homme qui pouvait rassurer les capitalistes nerveux en leur affirmant que le national-socialisme était sûr pour les affaires. En 1933, lorsque Hitler s'empara du pouvoir, Funk s'était déjà rendu indispensable. Il fut nommé chef de presse du gouvernement du Reich et devint plus tard secrétaire d'État au ministère de la propagande de Joseph Goebbels.
Son rôle n'était pas de créer la propagande lui-même, mais de gérer la relation entre le régime et la presse économique allemande en veillant à ce que les reportages économiques servent les intérêts du parti. C'était un arrangeur, un lisseur de contours, un homme qui rendait les choses dérangeantes acceptables. Le véritable pouvoir arriva en 1938 et avec lui, la véritable culpabilité. Le 4 février de cette année-là, Funk fut nommé ministre du Reich à l'économie, remplaçant le bien plus indépendant Hjalmar Schacht, qui était devenu de plus en plus mal à l'aise avec l'orientation du régime. La nomination n'était pas un hasard de calendrier, l'Allemagne accélérait ses préparatifs de guerre et Hitler avait besoin d'un ministre de l'économie qui exécuterait les ordres sans les scrupules moraux qui commençaient à tourmenter Schacht. Funk était l'homme parfait pour le poste. Il manquait de la colonne vertébrale nécessaire pour résister et possédait juste assez de compétences pour faire fonctionner la machine. Un an plus tard, en janvier 1939, il ajouta un autre titre à son portefeuille, président de la Reichsbank. Il contrôlait désormais à la fois la politique économique du Reich et sa banque centrale, une concentration de pouvoir financier sans précédent dans l'histoire allemande. Que fit réellement Walter Funk avec ce pouvoir ? Les preuves présentées à Nuremberg allèrent brosser un tableau dévastateur. Commençons par le programme d'arianisation, ce terme bureaucratique censant pour le vol systématique des biens juifs. Sous le ministère de Funk, les Juifs allemands furent dépouillés de leurs entreprises, de leurs investissements, de leurs économies. Le processus n'était pas un pillage chaotique, mais une confiscation ordonnée, documentée en 3 exemplaires, traités par les canaux appropriés. Funk signa les règlements. Il assista aux réunions. Il était au courant. Prenons le décret du 12 novembre 1938. Émis seulement 3 jours après la nuit de cristal, cette nuit de verre brisé où des foules nazies détruisirent des magasins et des synagogues juives à travers l'Allemagne. Le décret imposait une amende collective d'1 milliard de Reichsmarks à la communauté juive allemande, une punition pour l'assassinat d'un diplomate allemand à Paris par un jeune juif nommé Herschel Greenspan. 1 milliard de marks. L'amende n'était pas métaphorique, elle fut collectée. Le ministère de Funk supervisa la collecte. Les familles juives qui avaient déjà perdu leurs entreprises perdaient désormais leurs économies restantes, leurs indemnités d'assurance, leurs dernières réserves contre la misère. Mais ces crimes, aussi stupéfiants qu'ils fussent, allaient s'avérer n'être que le prologue. Ce qui allait suivre pousserait Walter Funk vers son effondrement. À un moment de 1942, la date précise reste débattue, Funk entra dans un accord qui allait définir son héritage à jamais. Heinrich Himmler, chef de la SS, l'approcha par le biais de subordonnés avec une proposition. Les camps de concentration générèrent des actifs, expliqua Himmler, des actifs de valeur. La SS avait besoin d'un endroit où déposer ses matériaux pour les convertir en monnaie utilisable pour l'effort de guerre. La Reichsbank accepterait-elle ces dépôts ? Funk dit oui. Ce qui afflua dans les coffres de la Reichsbank au cours des années suivantes défie toute description facile. Il y avait des pièces d'or et des lingots, des bijoux et des montres, des devises étrangères et des titres. Ces objets avaient été confisqués à des Juifs et à d'autres victimes à travers l'Europe occupée, volés au moment de leur déportation vers les camps. Mais il y avait autre chose dans ces dépôts. Quelque chose qui allait hanter la salle d'audience de Nuremberg, des travaux dentaires en or. Des milliers et des milliers de dents en or, de couronnes en or, de bridges en or arrachés de la bouche des assassinés. La SS établit un compte spécial pour ces dépôts. Ils l'appelèrent le compte Max Heiliger, une plaisanterie grotesque. Max Heiliger était un pseudonyme signifiant approximativement Max le Saint en allemand. Dans ce compte affluaient les derniers biens de millions d'êtres humains, des lunettes, des stylos-plumes, des alliances. Les effets personnels intimes de personnes qui avaient été gazées à Auschwitz, abattues dans les forêts d'Europe de l'Est ou travaillées à mort dans des camps de travail. À Nuremberg, Funk allait prétendre l'ignorance. Il insisterait sur le fait qu'il n'avait jamais connu la source de ces dépôts, qu'il laissait ces détails à des subordonnés, que la Reichsbank acceptait simplement les livraisons sans poser de questions. Cette défense n'était pas particulièrement créative et elle ne fut pas particulièrement efficace.
L'accusation avait des documents, elle avait des témoins, et elle avait un film. Avant d'arriver à ce terrible moment dans la salle d'audience, nous devons comprendre l'architecture psychologique qui était sur le point de s'effondrer. Quel genre d'homme était Walter Funk sous les titres et la façade bureaucratique? De tous les témoignages, il était faible. Pas faible au sens de fragilité physique, bien qu'il le fût aussi, tourmenté par le diabète et des problèmes de vessie qui allaient finalement lui valoir une libération anticipée de prison. Non, Funk était faible de caractère, faible de volonté, faible dans cette fibre morale qui aurait pu lui permettre de résister ou au moins d'admettre ce qu'il faisait. C'était un homme qui avait désespérément besoin d'approbation, qui aspirait à la compagnie d'hommes puissants, qui mesurait sa valeur à sa proximité avec l'importance. Il y a un détail révélateur de ses débuts dans la carrière nazie. Funk était connu comme un buveur important, un homme qui devenait émotif et démonstratif lorsqu'il était ivre. Lors des rassemblements du parti, il pleurait parfois de gratitude d'être inclus, d'être accepté dans le cercle intime d'Hitler. Ce n'étaient pas des larmes de joie, mais des larmes d'insécurité profonde, d'un homme qui craignait constamment d'être jugé insuffisant et rejeté. Sa relation avec Hitler était une de soumission abjecte. Là où d'autres dirigeants nazis maintenaient au moins le prétexte de l'égalité, Göring avec son arrogance, Goebbels avec sa langue acérée, Funk rampait simplement. Il appelait Hitler son maître, parlait de servir le Führer avec une dévotion religieuse et ne montrait aucune de l'indépendance intellectuelle qui avait caractérisé son prédécesseur Schacht. Hitler, de son côté, semblait considérer Funk avec un mélange d'utilité et de mépris. Funk était utile précisément parce qu'il était malléable. Il ferait ce qu'on lui dirait. Ce profil psychologique importe car il aide à expliquer ce qui se passa à Nuremberg. Funk avait survécu 12 ans dans la hiérarchie nazie en ne regardant pas de trop près les vérités dérangeantes, en compartimentant, en se racontant des histoires sur sa propre innocence. Dans son esprit, il n'était qu'un technicien, un administrateur financier qui équilibrait les comptes tandis que d'autres prenaient les terribles décisions. Cette histoire l'avait soutenu à travers la guerre, à travers l'effondrement, à travers son arrestation par les forces américaines à Berchtesgaden en mai 1945. Elle ne survivrait pas à ce que les procureurs lui montrèrent. Les procès de Nuremberg commencèrent en novembre 1945, réunis dans le palais de justice de la ville bavaroise qui avait autrefois accueilli les rassemblements les plus spectaculaires du parti nazi. Le choix du lieu était délibéré. La justice serait rendue à l'endroit même où le régime avait célébré son pouvoir. 24 accusés siégeaient sur le banc, représentant les dirigeants militaires, politiques et économiques du Troisième Reich. Funk occupait le siège numéro 18. Le dossier d'accusation contre lui se concentrait sur plusieurs charges: complot en vue de mener une guerre d'agression, crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les preuves étaient accablantes. Des documents portèrent sa signature, des témoins décrivirent sa participation à des réunions où l'exploitation économique des territoires occupés était planifiée. Ses propres discours, récupérés dans les archives, le montraient se vantant des contributions de son ministère à l'effort de guerre. Mais la stratégie de Funk, si on peut l'appeler ainsi, était centrée sur la minimisation. Oui, il avait été ministre du Reich à l'économie. Oui, il avait été président de la Reichsbank. Mais il n'était qu'un prête-nom, affirmait-il, un homme avec des titres mais sans véritable pouvoir. Les vraies décisions étaient prises par d'autres, par Hitler, par Göring, par les militaires. Funk n'était qu'un technicien qui traitait le papier. Il ne savait rien des camps d'extermination. Il ne savait rien des meurtres de masse. Il n'était, selon ses propres dires, qu'un banquier. Cette défense aurait pu n'être que pathétique sans le comte Max Heiliger. L'accusation connaissait l'existence des dépôts de la SS. Elle connaissait l'existence des dents en or. Et elle avait quelque chose qui allait détruire toute prétention à l'ignorance. Des images filmées par des soldats américains lorsqu'ils ouvrirent les coffres de la Reichsbank après la guerre. La date était le 22 janvier 1946. La salle d'audience était comble, chaque siège occupé par des officiels, des journalistes et des observateurs venus assister au jugement de l'histoire sur les plus grands criminels de l'histoire. L'accusation annonça qu'elle présenterait des preuves documentaires concernant la Reichsbank.
Les lumières s'éteignirent. Un projecteur s'alluma et sur l'écran apparurent des images que personne dans cette salle n'oublierait jamais. Des soldats américains ouvraient des portes de coffre-fort. La caméra avançait à l'intérieur, dépassant des étagères, des boîtes et des conteneurs. Puis vinrent les contenus, des sacs de dents en or, des centaines d'entre elles s'éparpillant sur des tables tandis que des soldats faisaient l'inventaire du butin. Des alliances par milliers rassemblées dans des bacs. Des lunettes, les montures des assassinés collectées pour leur métal, des montres arrêtées à l'heure où leurs propriétaires étaient entrés dans les chambres à gaz, des stylos-plumes, des boutons de manchette, des étuis à cigarettes, les débris intimes de millions de vies réduits à des actifs sur un registre. Le film continua. Des officiers américains examinaient de l'or dentaire, le tenant à la lumière, le pesant sur des balances. Le volume était stupéfiant. Des tonnes de matériaux extraits de corps humains déposés dans la banque que Walter Funk avait administrée. Les procureurs faisèrent la narration tandis que les images défilaient, ils expliquaient le comte Max Heiliger, ils retracèrent la paperasserie, ils citaient des noms, puis ils tournèrent leur attention vers l'accusé. Funk avait commencé à pleurer avant que le film ne soit à moitié terminé. Non pas les larmes discrètes d'un homme ému par une tragédie, mais des sanglots convulsifs qui secouaient tout son corps. Son visage se tordait, ses épaules tressautaient. Il enfouit sa tête dans ses mains et pleura comme un enfant. Les autres accusés, meurtriers et architectes du génocide, regardaient avec des expressions allant de l'inconfort au mépris. Hermann Göring, assis à proximité, détourna le regard avec dégoût. Les pleurs continuèrent. Ils s'intensifièrent. Funk sembla perdre tout contrôle. Son corps était secoué par quelque chose au-delà du chagrin, une sorte d'effondrement psychologique total. Des gardes s'approchèrent, incertains s'ils assistaient à une crise ou à une performance. Les juges observèrent de manière impassible. L'accusation poursuivit sa présentation. Lorsque les lumières se rallumèrent, Funk sanglotait toujours. Il dut être aidé à se lever lorsque la session fut ajournée. Dans les jours suivants, il continua à montrer des signes de graves perturbations émotionnelles, alternant entre les pleurs et une sorte d'engourdissement stupéfait. L'homme qui avait géré les finances du meurtre de masse ne pouvait affronter la preuve physique de ce que sa gestion avait permis. Qu'est-ce qui se brisa à l'intérieur de Walter Funk ce jour-là? C'est peut-être la question la plus importante à poser car elle éclaire quelque chose d'essentiel sur la psychologie de la complicité. Pendant des années, Funk avait maintenu ce que les psychologues appellent un dédoublement, la création d'un soi séparé qui commet des atrocités tandis que le soi originel reste psychologiquement intact. Le Funk qui signait les décrets dépouillant les Juifs de leurs biens n'était pas, dans son propre esprit, le même Funk qui appréciait la musique et la littérature et se considérait comme un homme cultivé. Le Funk qui autorisait l'acceptation des dépôts de la SS n'était qu'un banquier suivant des protocoles, pas un participant à un génocide. Cette partition psychologique lui avait permis de fonctionner, de dormir la nuit, de se regarder dans le miroir. Le film démolit cette partition. Lorsque Funk vit les dents en or sur l'écran, il ne pouvait plus se raconter d'histoires sur des abstractions. Ce n'étaient pas des actifs, des dépôts ou des lignes sur un bilan. C'étaient les dents d'êtres humains, d'hommes, de femmes, d'enfants qui avaient été assassinés et démembrés pour que le Reich puisse extraire quelques grammes de métal précieux de leurs cadavres. Les dents en or rendaient le crime indéniable, concret, visible d'une manière que les documents et les statistiques ne pouvaient égaler. Il y a une autre dimension à considérer. Funk n'était pas un sadique qui prenait plaisir à la souffrance. Il était quelque chose de peut-être plus troublant. Un participant banal qui n'avait jamais confronté la réalité humaine de ses actes. Lorsqu'il acceptait les dépôts de la SS, il ne s'était presque certainement pas permis de visualiser ce que ces dépôts représentaient. Le film lui imposa cette visualisation avec une force écrasante. Il voyait pour la première fois de ses propres yeux ce qu'il avait contribué à faciliter.
Certains historiens ont écarté l'effondrement de Funk comme une performance, une tentative calculée pour gagner la sympathie des juges. Cette interprétation est possible, mais peu convaincante. L'effondrement continua en privé, dans sa cellule, loin de tout public qui aurait pu être influencé. Des co-accusés rapportèrent que Funk resta émotionnellement brisé pendant des jours après cet épisode. Son avocat le décrivit plus tard comme un homme brisé qui ne retrouva jamais pleinement son sang-froid. L'interprétation plus convaincante est que les larmes de Funk étaient authentiques, mais que leur signification était complexe. Il pleurait pour lui-même, pour l'exposition de sa culpabilité, pour la destruction de son image de soi, pour la sentence qu'il savait désormais imminente. Il pleurait du choc d'affronter la réalité après des années d'évitement soigneux. Et peut-être, quelque part sous l'apitoiement sur soi et la peur, il pleurait d'une horreur proche du remords face à ce dont il avait fait partie. Cela ne le rend pas sympathique. Cela le rend humain au sens le plus inconfortable du terme. Le procès continua pendant des mois après l'effondrement de Funk. L'accusation bâtit son cas méthodiquement, présentant document après document, témoin après témoin. L'équipe de défense de Funk fit ce qu'elle put, mais les preuves étaient tout simplement trop accablantes. Il savait, il avait participé. Le compte Max Heiliger n'était pas géré par des subordonnés sans qu'il en ait connaissance. De multiples témoins attestèrent que Funk avait été directement informé de la nature des dépôts. Une preuve particulièrement accablante émergea du témoignage de l'ancien subordonné de Funk à la Reichsbank. Emil Puhl, vice-président de la banque, avait personnellement fait visiter le coffre à Funk, lui montrant des conteneurs remplis du butin des camps de concentration. Puhl témoigna que Funk avait vu l'or dentaire de ses propres yeux bien avant la projection au tribunal. Les larmes n'étaient donc pas des larmes de découverte, mais des larmes d'exposition. Le 1er octobre 1946, le tribunal militaire international rendit ses verdicts. Sur les 24 accusés originels, 12 furent condamnés à mort, 3 furent acquittés, et les autres reçurent des peines de prison de durée variable. Funk fut reconnu coupable des chefs 2, 3 et 4, crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il fut condamné à la prison à perpétuité. Le verdict fut lu à haute voix. Funk le reçut avec un calme apparent, ses tempêtes émotionnelles antérieures s'étant calmées en une sorte de résignation défaite. Lorsqu'on lui demanda s'il avait quelque chose à dire, il refusa. Il n'y avait plus rien à dire. La prison à perpétuité pour Walter Funk signifiait l'incarcération à la prison de Spandau à Berlin, une forteresse massive du XIXe siècle qui allait devenir l'une des prisons les plus célèbres de l'ère de la guerre froide. 7 dirigeants nazis y furent envoyés. Funk, Rudolf Hess, Albert Speer, Baldur von Schirach, Karl Dönitz, Konstantin von Neurath et Erich Raeder. Ils étaient gardés à tour de rôle par des soldats des 4 puissances occupantes, américaines, britanniques, françaises et soviétiques, dans un établissement conçu pour des centaines de détenus. L'absurdité de l'arrangement était évidente dès le début. 7 vieillards, plusieurs en mauvaise santé, étaient confinés dans une prison qui aurait pu héberger une armée. La dépense était énorme, le symbolisme théâtral. Mais les 4 puissances ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur ce qu'il fallait faire d'autre de ces hommes. Spandau devint donc leur dernière demeure. Pour Funk, la vie en prison fut définie par la maladie. Son diabète empira, nécessitant des soins médicaux constants. Son problème de vessie, présent depuis avant la guerre, devint de plus en plus débilitant. Il souffrait de ce que ses médecins décrivirent comme une détérioration physique générale, l'effondrement d'un corps qui n'avait jamais été robuste et qui faiblissait désormais sous le stress de l'enfermement. Psychologiquement, il ne se remit jamais du procès. Des codétenus le décrivirent comme renfermé, passif, s'engageant rarement dans les conversations qui brisaient la monotonie de leur journée. Albert Speer, qui se façonnait en pénitent réfléchi du groupe, consigna des observations sur Funk dans son journal secret. Speer trouvait Funk pathétique, un homme sans les ressources intellectuelles pour traiter sa culpabilité ni le courage pour vraiment l'affronter. Les années passèrent avec une uniformité engourdissante. Les prisonniers travaillaient au jardin, lisaient des livres, suivaient des routines conçues pour remplir le temps vide. Funk participait mécaniquement, sans enthousiasme. Un fantôme qui accomplissait des gestes. Lorsque Neurath fut libéré en 1954 pour raison de santé et Raeder l'année suivante,
Funk espéra qu'il serait le prochain. Sa propre santé était certainement suffisamment mauvaise pour justifier une libération pour raison médicale. Cette libération arriva enfin le 16 mai 1957. Après près de 12 ans à Spandau, Funk fut libéré pour raison médicale. Son problème de vessie était devenu impossible à traiter dans les installations de la prison, et les autorités jugèrent que la poursuite de l'incarcération équivaudrait à une condamnation à mort. Il avait 66 ans et paraissait bien plus âgé. La liberté pour Walter Funk ne fut pas une renaissance, mais un déclin prolongé. Il s'installa à Düsseldorf, vivant discrètement sur les ressources qu'il avait pu conserver ou récupérer. Il ne donna aucune interview. Il n'écrivit pas de mémoire. Il ne fit aucune déclaration publique pour se défendre ou attaquer ses accusateurs. L'homme qui avait autrefois commandé la machine économique d'un continent disparut simplement dans l'oubli. Sa santé continua de se détériorer. Le diabète, les problèmes de vessie, la faiblesse générale qui lui avait valu sa libération, rien ne s'améliora hors des murs de la prison. C'était un vieil homme malade dans un pays encore en train de faire face à son passé, un pays qui n'avait aucun désir particulier d'entendre les architectes de sa catastrophe. Le 31 mai 1960, Walter Funk mourut à Düsseldorf. Il avait 69 ans. Les nécrologies furent brèves et sans indulgence. Le New York Times nota sa mort en quelques paragraphes, rappelant son rôle dans le régime nazi et sa condamnation à Nuremberg. Il n'y eut pas de réhabilitation, pas de réévaluation, pas d'adoucissement du verdict historique. Il mourut comme il avait vécu ces dernières années, dans l'ignominie, uniquement retenu pour ses crimes. Que faire de Walter Funk depuis notre point de vue, près de 80 ans après cet effondrement dans la salle d'audience? Son histoire n'offre aucune rédemption, aucun arc de réveil moral, aucune dernière reddition de compte qui pourrait satisfaire notre désir de conclusion significative. C'était un homme faible qui servit des maîtres maléfiques et profita de leurs crimes. Lorsqu'il fut confronté à la preuve physique de ses crimes, il s'effondra. Puis il alla en prison, tomba malade, fut libéré et mourut. Pourtant, son histoire éclaire quelque chose d'important sur la manière dont les atrocités se produisent. La Shoah ne fut pas perpétrée uniquement par des fanatiques animés par une ferveur idéologique. Elle nécessita des administrateurs, des banquiers, des économistes, des professionnels ordinaires qui firent tourner la machine sans regarder de trop près ce qu'elle produisait. Funk était un de ces hommes. Sa médiocrité n'était pas une excuse mais un réquisitoire. Il avait l'intelligence pour comprendre ce qu'il faisait et manquait seulement du courage de refuser. Les dents en or dans ce film furent la réfutation ultime à toutes les défenses bureaucratiques, à toutes les revendications d'ignorance, à toutes les tentatives de se cacher derrière la paperasse et les protocoles. Elles étaient la preuve indéniable que le système que Funk avait servi réduisait les êtres humains à de la matière première. Les dents forcèrent une confrontation qu'aucun document ne pouvait atteindre, rendirent visible ce que les chiffres et les mots pouvaient obscurcir. C'est peut-être la leçon la plus troublante de l'effondrement de Funk. Il savait ce qu'il faisait, pas de manière abstraite et niable, mais de manière concrète et spécifique. Il avait vu le butin auparavant. Il en avait compris les origines. Pourtant, il avait continué à signer des documents, à assister à des réunions, à gérer des comptes. Ses larmes dans cette salle d'audience n'étaient pas des larmes de découverte, mais les larmes d'un homme dont les défenses avaient finalement échoué, qui ne pouvait plus soutenir les mensonges qu'il s'était racontés. Voilà à quoi ressemble la complicité dans sa forme la plus ordinaire. Non pas des monstres au visage déformé, mais des bureaucrates grassouillés qui détournent les yeux et font bouger leur stylo. Walter Funk n'était pas unique, il était typique. Et c'est ce qui rend son histoire digne d'être racontée, digne d'être rappelée, digne d'être confrontée. Les dents en or demeurent aujourd'hui dans des collections de musées. Elles sont exposées avec soin, avec une solennité appropriée, comme des artefacts d'une époque que nous ne devons jamais oublier. Lorsque les visiteurs les voient derrière une vitrine, ils pleurent parfois, comme Funk a pleuré. Mais leurs larmes signifient quelque chose de différent. Ce sont des larmes de deuil pour les victimes, d'horreur face à ce que les êtres humains se sont révélés capables de se faire les uns aux autres. Les larmes de Funk étaient là pour lui seul, pour son exposition, son humiliation, son destin. Dans cette différence réside le jugement final sur Walter Funk.
Il vit les dents en or des assassinés et pleura sa propre destruction. La réponse appropriée aurait été de pleurer pour la leur. Cet échec de l'imagination morale, cette incapacité à voir au-delà de lui-même, même face à des preuves accablantes, est ce qui fait de lui non pas un monstre, mais quelque chose de peut-être plus troublant. Un homme qui aurait pu choisir autrement et ne l'a pas fait.